Bonjour à vous tous. Bienvenue à la première séance de cette série de 4 webinaires Grande Culture sur le du MAPAC. Donc, merci beaucoup pour votre intérêt, de votre participation. Mon nom est Yvan Fauché, agronome à la direction régionale de la Montérégie au MAPAC. J'aurai le plaisir d'être votre animateur pour ce webinaire. Je serai accompagné de mon collègue Bruce Gélina, qui est agronome et conseiller en grande culture en Montérégie. Donc, les webinaires Grande Culture sont organisés par le MAPAC et leur tenue est rendue possible grâce à la collaboration d'Expansion PME. Aujourd'hui, nous vous présenterons le premier webinaire d'une série de 2 qui ont pour thème bâtir la résilience de ces sols et en tirer profit. Je vous donne un aperçu du déroulement de l'avant-midi. La première conférence sera présentée par Mme Laura Van Heurt, qui est professeure en gestion durable des sols au campus de Ridgetown de l'Université de Guelph en Ontario et portera sur les rotations de culture. Cette conférence sera donnée en anglais et sera traduite simultanément. Nous aurons ensuite une pause de 5 minutes. Au retour, Mme Hélène Bernard, ingénieure au MAPAC, abordera la question de la gestion de l'eau et les solutions pouvant être adaptées au climat actuel. Il est prévu que le tout se termine à 11 heures. Voici maintenant quelques informations et consignes à suivre pour le bon fonctionnement du webinaire. Vous remarquerez que vos caméras et vos micros sont fermés. Il n'est pas possible pour vous de les ouvrir. Pour interagir, une zone de clavardage est disponible. Vous trouverez cette option au bas de votre écran. Il s'agit d'un symbole de bulle. Selon la version Zoom que vous avez, cette fonction peut se nommer chat, discussion ou encore converser. Vous devez utiliser le clavardage pour poser vos questions à nos conférenciers. Vous ne pourrez pas le faire de vive voix. Pour permettre à tous et à toutes de voir vos questions, nous vous demandons d'adresser vos questions à tous les panélistes et à tous les participants ou à tout le monde. Vous pouvez choisir cette option lorsque votre fenêtre de clavardage est ouverte en bas dans un petit menu déroulant. Chaque conférence sera suivie d'une période de questions. À ce moment, mon co-animateur identifiera les questions qui se retrouveront dans le clavardage et les posera aux conférenciers qui répondront de vive voix. Les présentations seront disponibles sur le site web du MAPAC et l'enregistrement du webinaire sur la chaîne YouTube du MAPAC dans les prochaines semaines. Finalement, les webinaires Grande Culture du MAPAC sont en processus de reconnaissance comme activité de formation continue par l'Ordre des agronomes du Québec. Maintenant, nous allons débuter notre première conférence. Comme je le mentionnais, cette conférence sera traduite simultanément par Mme Myriam Ype Lalonde de chez Bilingua. Pour pouvoir choisir votre canal, vous avez un bouton Interprétation en bas de votre écran qui vous permet de choisir la langue que vous souhaitez entendre. La période de questions sera également traduite. Donc, nous sommes très heureux d'accueillir Mme Laura Van Heurt, professeure en gestion durable des sols au campus de Ridgetown de l'Université de Guelph en Ontario, comme je disais tout à l'heure. J'inviterai Mme Van Heurt à ouvrir sa caméra, c'est fait, et à ouvrir son micro. Les travaux de Mme Van Heurt se concentrent principalement sur 2 sujets, le rôle des cultures de couverture et d'autres pratiques de gestion à l'égard des attributs de la santé des sols et leur influence sur la productivité et la résilience, l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation de l'azote et l'atténuation des pertes. Et Mme Van Heurt a publié plus de 50 articles scientifiques, dont le meilleur article de l'année 2018 dans la Revue canadienne de phytotechnie. En plus d'avoir reçu des prix pour son importante contribution à l'enseignement, la recherche et la vulgarisation, Mme Van Heurt a été reconnue comme l'une des 6 femmes influentes de l'agriculture canadienne en 2020. Donc, on est très content de l'avoir avec nous aujourd'hui. Donc, Mme Van Heurt, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Wonderful. Thank Très you. bien, merci à vous. J'espère que tout fonctionne bien, que vous pouvez voir ma présentation. Oui, tout à fait.
Thank you very much for the Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Et vous avez 16 ans de bonus. Je sais que le titre dit 65 ans, mais en fait, j'ai ajouté une autre expérience qui couvre les cultures de couverture à long terme. Donc, ça ajoute 16 ans à cette expérience. Et la deuxième partie se penchera sur les petites céréales, donc surtout le blé d'hiver. Et nous avons des données qui couvrent 65 ans. Donc, deux expériences à long terme qui se penchent sur la valeur du blé d'hiver et sur les rotations de culture. Commençons avec mon expérience à long terme à Richtown. Allons-y. Voilà. Donc, où se situe Richtown? Richtown est dans le sud de l'Ontario. Cette expérience a commencé en 2007 et nous l'avons répétée en 2008. Donc, nous avons de très solides données consacrées à deux sites à long terme, deux sites contigus. C'est un sol qui est très riche pour la culture de légumes. Ce sont nos rotations. La moitié des cultures sont consacrées à des légumes et l'autre moitié sont consacrées à des céréales. Donc, au cours de cette période de 16 ans, nous avons fait la moitié des légumes et moitié céréales. Et nous avons une longue saison agricole. La première récolte est au milieu d'octobre. Donc, nous avons une longue saison. Très rapidement, au sujet de l'expérience. Commençons avec les cultures de couverture. D'abord, nous installons la culture en août ou parfois jusqu'à la mi-septembre. Ces cultures de couverture restent pendant l'hiver et au printemps, nous y mettons fin avec du glyphosate. Et selon la culture principale que nous avons, nous importons avec la cultivation ou donc en fonction des cultures que nous faisons, nous pouvons transplanter des tomates ou simplement labourer le sol. Donc, c'est simplement la phase d'installation de l'expérience pour nous permettre à avoir les meilleures cultures, à la fois les cultures principales et les cultures de couverture. Donc, la gestion des déchets est très importante dans ces systèmes. Nous avons des processus de travail du sol, de labourage qui sont sur mesure en fonction de nos besoins. Donc, passons à l'économie des couvertures de sol à moyen terme. Donc, voici la moyenne des deux sites. Donc, sur une période de 8 ans, nous avons eu 6 fois des cultures de couverture annuelles. Donc, nous ne les avons pas plantées après le maïs de céréales. Nous avions du blé d'hiver. Donc, on ne peut pas avoir de culture de couverture lorsque nous faisons pousser du blé d'hiver. Nous avons établi un partenariat avec l'économiste Dr. Aaron Delaporte pour regarder la question économique de cette période de 8 ans. Ce que nous avons constaté, c'est qu'au fil de ces 8 ans, par rapport aux marges de profit, il n'y avait pas de différence que les cultures de contrôle où il n'y avait pas de culture de couverture. Donc, toutes ces données sont comparées à des cultures de contrôle qui n'ont pas de culture de couverture. Je n'entrerai pas dans les détails des questions économiques, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'analyse inclut le coût des semences, mais également le coût du processus de plantation sur mesure des céréales, du seigle. Donc, nous avons vraiment tenu compte de toutes les dimensions.
La plupart des bénéfices, des profits viennent des tomates dans ce système. Même avec la question économique, des tomates, ce n'était pas suffisant. Donc, ce que nous nous sommes demandé, c'est s'il était possible de compenser est-ce qu'il y avait moyen d'ajouter davantage de rendement, de revenus? J'avais une étudiante au doctorat qui regardait le carbone dans le sol, dont nous connaissions la teneur en carbone des premiers 5 centimètres. Donc, c'était possible de les comparer. Donc, nous nous sommes demandé ce que ce serait assez si nous avions un paiement d'1 $ par 15 tonnes de carbone. Donc, je ne veux pas entrer dans les détails de si cette supposition devient une réalité. Il suffit de dire que à moyen terme, ce n'était pas suffisant de payer pour planter de l'avoine 6 fois sur une période de 8 ans dans notre système. Donc, je vous donne un petit aperçu par rapport au carbone. Nous allons nous pencher dessus tout à l'heure. Regardons le maïs. Récemment, en 2023, nous en étions à 16 ans de l'expérience. Voici un aperçu de notre expérience. Ce site qui a des cultures de couverture a été démarré en 2017. Nous avons ensuite répété, en 2007, nous avons ensuite répété l'expérience en 2008. Donc, on voit un schéma ici, on voit la rotation. Avant le maïs de céréales, maïs à graines, nous avons planté des légumes, ensuite une culture de couverture, une autre culture de légumes et ensuite culture de couverture. Au total, nous avons cultivé du maïs sur une période de 4 ans. Pendant la période de cette expérience, je vous montrerai les données tout à l'heure. Je vais maintenant vous parler des cultures de couverture à long terme. Nous n'avons pas vu les résultats tôt dans le processus. C'est très important d'en tenir compte. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que les effets se manifestent à long terme. Ici, nous voyons le maïs. Le 25 juin 2020, ici, il y a une erreur. On ne devrait pas voir, il n'y avait pas d'azote dans le maïs. Il y a une erreur dans la diapo. Donc, j'espère que vous voyez bien cette image. Par exemple, si on était sur le terrain, on pouvait vraiment voir la différence entre culture de couverture et pas de culture de couverture parce que le maïs avait besoin d'azote, il était plus court, plus petit, il était moins vert. Et ces symptômes de déficience, de carence en azote ont progressé tout au long de la saison 2020. Ce que nous avons ici, c'est une image qui nous montre en 2021. Je me suis utilisée moi-même comme règle, comme référence. Donc, il y a en fait 2 photos que j'ai collées ensemble. Donc, le maïs est plus petit tout au long de la saison. Vous connaissez les symptômes. Les symptômes, les feuilles du bas ont des difficultés. J'ai demandé à mon étudiante d'aller dans le champ de cueillir du maïs, de prendre certaines photos. Voici ce que nous avons constaté. Donc, le maïs réagit à la culture de couverture à long terme. Voici des données sur le rendement. C'est une moyenne de 4 ans. Je n'aurais jamais pu prédire ces résultats. Nous avons vraiment révélé des données intéressantes. D'abord, nous avons
très beau sol. Il n'y a pas d'azote, de fertilisant en azote qui est ajouté. Nous avons 9,7 tonnes de rendement par hectare dans les cultures qui n'ont pas de culture de couverture. Donc, une grande augmentation avec le radis, le seigle, avec le radis ici au bout. Tenez compte du fait que très tôt dans le processus de rotation, la première fois que vous plantez du seigle, il faut s'attendre à une immobilisation de l'azote. Donc, je pense qu'on en a un petit peu ici. Ça explique en partie ce résultat, mais je crois que ce qui se passe ici, c'est que nous avons plus de matière organique, une plus grande disponibilité d'azote pour alimenter le maïs, la culture de maïs. Voici pourquoi je le dis. Donc, en 2019, nous avons fait un partenariat avec l'Institut sur la santé des sols et ils ont pris connaissance de notre expérience au printemps. Ils ont fait des échantillons. Donc, nous avions des données à moyen terme au sujet du carbone et de la matière organique dans le sol. Maintenant, à ce moment-là, nous avons eu accès avec une évaluation indépendante avec Soil Health Institute, l'Institut sur la santé des sols. Donc, dans les cultures sans culture de couverture, nous avons des bons résultats au niveau des matières, de la teneur en matière organique dans le sol. Donc, c'est 67 de sable, mais on voit cette augmentation de matière organique avec les cultures de couverture à long terme. Donc, ici, on a planté des cultures de couverture 9 fois sur une période de 12 ans. Il n'y a pas de différence statistique avec ces données, principalement parce que nous avions seulement 4 échantillons pour chaque barre, mais la culture montre des résultats. La culture réagit à la matière organique, certainement. Donc, si nous regardons ces mêmes données et bon, j'ai utilisé le terme planter, mais si on prend ces données et on les applique au rendement de maïs. Donc ici, c'est rendement de maïs en 2019. La première photo que je vous ai montrée du maïs, on voit un lien très clair. Plus il y a de matière organique dans le sol, plus le rendement est positif. Encore une fois, il s'agit de maïs qui est cultivé sans fertilisant. Et évidemment, on s'y attend. Sans engrais, pardon. On le sait, le maïs fonctionne mieux avec la matière organique, mais la valeur ici, c'est qu'on peut en faire la preuve, on peut le démontrer sur une période de 13 ans de culture de couverture. Il faut le qualifier. Je vis dans une région où on peut cultiver une grande quantité de cultures de couverture. Dans ma région, on peut les planter au mois d'août. Je pense que cela démontre que c'est possible et qu'on n'a pas à attendre tout un cycle de vie pour avoir des résultats dans les cultures. Nous savons que la matière organique du sol est en lien avec l'azote et est en lien avec l'humidité du sol. Et je suis ravie de savoir que la prochaine conférence est sur l'eau et la gestion de l'eau. Donc, nous essayons de comprendre ce qui se passe ici dans mon expérience. En 2020, nous manquions d'humidité très tôt dans l'année. Nous n'avons eu des précipitations importantes qu'autour du 10 juillet. Et après le 10 juillet, il y avait une teneur suffisante en humidité dans le sol. Donc, c'est ce que nous voyons dans mon expérience à long terme. Que disent d'autres expériences? L'Institut sur la santé des sols mène des expériences en Amérique du Nord. Ils ont 19 sites de recherche. Mes candidats au doctorat ont regardé leurs données, donc les ratios de
de réaction, les ratios de rendement avec le carbone organique dans le sol, donc la quantité de carbone organique dans le sol. C'est une base de tonnes par hectare. Donc, nous avons avec des cultures de couverture et sans culture de couverture. Donc, nous avons toujours les cultures de contrôle. On peut voir qu'il y a une certaine variabilité, mais de façon générale, ce que l'on constate, c'est que les cultures de couverture bâtissent une réserve de matière organique. J'ai eu l'occasion de collaborer avec Anna Fass à Laval, Anne Fallas à Laval. Ce que nous constatons avec notre méta-analyse, ce sont des données de littérature, 87 études portant sur les céréales, avec lesquelles nous avons mené des méta-analyses. Encore une fois, c'est les ratios de rendement avec une culture de couverture divisé par les cultures de contrôle sans culture de couverture. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un meilleur rendement. Donc, ce que nous constatons dans la littérature, c'est que nous pouvons avoir une amélioration de 12 à 25 du rendement avec des cultures de couverture, avec une rotation de culture dans un système de céréales. Moins il y a de matière organique, plus l'effet des cultures de couverture est grand. La littérature le montre. Un autre élément intéressant démontré par cette étude, encore une fois basée sur la littérature, c'est que le rendement en maïs à grains s'améliore plus on utilise des cultures de couverture. Donc, lorsque les cultures de couverture sont plantées sur plus de 5 ans, les impacts sont plus importants sur le rendement. Donc, plus on utilise cette technique, plus l'impact est important. Une partie, ce sont des répercussions sur le sol, mais il y a également la question de l'expérience de l'agriculteur. Donc, encore des données sur les cultures de couverture. Si on regarde la question économique, encore une fois, ce que vous voyez ici est une synthèse qui a été faite par des économistes. Ces données sont basées sur un mélange de fèves, de céréales, de seigle. Donc, ils ont fait une étude et ils ont ajouté des éléments économiques, donc mélange de légumineuses et céréales d'hiver. Le résumé est présenté dans ce 2 pages très concises que vous pouvez trouver sur le site Web. Le lien est en bas de la diapo. Donc, les questions économiques par rapport aux cultures de couverture. En fonction de la littérature dont nous disposons, les économistes estiment certains pourcentages de changement au niveau du revenu lorsqu'on combine des légumineuses et des céréales d'hiver. Donc, en fonction de ces rendements, on peut estimer les revenus, les profits. Les économistes ont inclus les économies sur différents coûts. Donc, je vais vous montrer les chiffres. Avec toute analyse économique, on doit choisir les coûts dont on tient compte. Ils ont estimé que le coût de l'engrais était 50 sous par livre. Lorsque les calculs sont faits, et les calculs sont faits à 1 $ par livre pour l'azote, les résultats deviennent plus positifs, plus favorables. Donc, il faut regarder ces résultats avec une petite pincée de sel. Ça dépend des coûts qui sont déterminés. Il faut en général asperger pour contrôler. Donc, il y a certaines économies qui sont faites ici. Au bout du compte, selon leur analyse, perte de 10 $ sur la rotation, mais
quand on arrive à l'année 5, la 5e année, on a un gain de 9 de revenus sur une base annuelle. Donc, il faut choisir les chiffres soi-même, faire les calculs. Donc, ce que nous avons ici, ce sont des données montrées par des économistes, mais nous voulions voir ce que les agriculteurs pensaient. Nous avons établi un partenariat avec Dr. Lawley au Manitoba, qui avait fait une étude des cultures de couverture chez les agriculteurs dans les prairies, leur usage des cultures de couverture. Donc, nous avons fait un partenariat avec eux pour nous pencher sur les données en Ontario. Donc, en 2020, nous avions 520 agriculteurs qui participaient à l'étude. Et voici les données qu'ils nous ont rapportées. Donc, environ 42 des agriculteurs ont affirmé voir des bénéfices dans la première année. La plupart ont constaté des bénéfices au bout de 3 ans. Donc, ce sont des rapports d'agriculteurs qui utilisent des cultures de couverture et qui nous rapportent les résultats. Ensuite, bénéfices nets de l'exploitation agricole. Vous avez utilisé des cultures de couverture, qu'avez-vous constaté? La majorité des agriculteurs affirment n'avoir constaté aucun changement. Très bien. Mais il y a presque 28 d'agriculteurs qui ont affirmé voir une légère augmentation des profits. 9 ont constaté une augmentation importante des profits. Et en fait, ça dépend probablement. C'est probablement très relatif. C'est ce que les agriculteurs disent au sujet des cultures de couverture. Je crois que la valeur des cultures de couverture est surtout de protéger le sol. Quand on protège le sol, on constate une véritable valeur. Donc, passons à la valeur des petites céréales dans la rotation. Donc, nous allons voir cette période de 65 ans ici. Nous avons 2 sites. Un site est à Elora, qui a été établi il y a 40 ans. Ça fait encore plus longtemps maintenant. Et l'autre site est à Ridgetown. Le site a été établi il y a 25 ans. Ce site, donc à Elora, nous avons un sol de limon silteux. Et à Ridgetown, nous avons un limon argileux. Donc, nous constatons maintenant les effets de la texture des sols. Donc, silteux versus argileux et les rotations. Donc, à Elora, il y a de la luzerne, du maïs, du blé d'hiver. Il y a également une rotation avec de l'orge et de l'avoine, avec du maïs, des fèves de soya. À Ridgetown, c'est une rotation simplifiée de maïs, fèves de soya, blé d'hiver, des monocultures de maïs, soya, blé d'hiver. Les deux ont du trèfle rouge intercalé avec le blé d'hiver. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les petites céréales. Très rapidement, ce sont un peu les données de base au sujet de la rotation. Donc, plongeons dans l'économie du blé. Encore une fois, ce sont des résultats analysés par des économies tirés d'une étude de Janovec. Cette recherche résume les 65 ans, les 2 rotations, les 2 sites. Quelle est la valeur du blé d'hiver? C'est un
rapport magnifique qui comporte 10 tables de matière. Donc, je le résume très brièvement avec cette fiche que vous pouvez trouver sur le site Web. Ils ont créé des graphiques, des images. Donc, en rouge, le maïs est en noir, le blé, soya, maïs est en rouge, blé en rouge, soya en blanc, maïs en noir. Dans la première année, une année de blé d'hiver seulement, il y a un coût par rapport au rendement net. Par contre, l'estimé, fondé sur des données tirées de la recherche, le retour net est de 25 $ par année dans ce système. Regardons les chiffres. Nous avons un tableau semblable. Je vous montre l'année 4 ici, la 4e année. Les rendements nets, nous avons des données substantielles qui affirment que lorsque nous avons une rotation qui comprend du blé d'hiver, nous avons une augmentation de 7 de rendement du maïs. Encore une fois, avec le blé d'hiver, nous avons une augmentation de 12 sur le plan du rendement du soya. Ces chiffres sont basés sur 7 recherches, la recherche que je viens de mentionner. Ce sont des données qui proviennent des 2 sites, des 2 cultures. Ils ont élaboré différents scénarios à coût élevé, à coût faible. Ça, par acre, je sais que vous fonctionnez avec des hectares. Au bout du compte, j'imagine que si c'est par hectare, les chiffres seraient encore plus élevés, n'est-ce pas? Mais bon, voilà d'où viennent ces chiffres. Donc, un tiers des cultures est du blé d'hiver. Je vous encourage à regarder les chiffres, à regarder leur interaction. Donc, ce dont il faut tenir compte avec le blé d'hiver, c'est qu'il faut aller au-delà d'1 an. Il faut regarder le processus échelonné sur plusieurs années pour véritablement constater les résultats. Et c'est grâce à ces expériences à long terme qui comparent différentes cultures, donc des cultures avec le blé d'hiver et sans le blé d'hiver. Ce sont ces études qui nous permettent de quantifier le travail. Que constatons-nous? Nous avons fait une très belle série de fiches qui résument les 3 recherches que je vous montre. Donc, si vous consultez le site web Soils at Guelph, et vous allez trouver ces fiches d'information qui sont basées sur des publications scientifiques. Elles sont également alimentées par la recherche qui se penche sur la valeur des petites céréales dans les rotations de culture. Donc, à Elora et Richtown, nous avons du blé d'hiver dans la rotation. Sur un autre site, il y a également de l'avoine et de l'orge, donc des petites céréales de printemps. Voici ce que nous disent les données. Nous avons un meilleur rendement. Nous avons des sols en meilleure santé, plus sains. Encore une fois, ça revient à la question de la matière organique, des microbes qui se trouvent dans le sol. Parce que nous avons des sols sains, nous sommes plus résilients. Nous pouvons faire face aux sécheresses. Nous pouvons faire face aux pluies abondantes. Je vais vous en parler tout à l'heure. Et parce que nous avons davantage de matière organique, nous avons un usage efficace de l'azote. À long terme, on dépend moins de l'engrais d'azote. Regardons
les sols et ensuite nous allons regarder l'azote. Voici l'expérience à Ridgetown. 3 mai 2019, nous pensons à planter du maïs le 3 mai à Ridgetown. Le printemps était très humide. On peut voir de l'eau sur le sol, des flaques. Le sol est moins foncé. Donc, ce qu'on voit, ce sont les cultures sans le blé d'hiver, sans les rotations. Juste à côté, on a l'image avec le blé d'hiver dans la rotation. C'est la matière organique que l'on voit ici. Regardons. Donc, des cultures à long terme. Dans ces cultures, nous avons Dr. David Hooker. Il est le chercheur en charge de ce projet de recherche. Nous avons des cultures qui n'ont reçu aucun engrais azoté et ensuite de l'engrais au cours de la saison. Nous avons 4 différents taux d'azote pour les cultures de maïs. Nous avons le rendement du maïs. Et ça, c'est dans le système de labourage d'automne. Donc, nous avons du maïs en continu. Nous avons du maïs et des fèves de soya. Donc, la ligne d'en bas concerne la rotation du maïs, du soya, du blé d'hiver et du trèfle rouge. Maintenant, vous avez probablement déjà deviné quelle réponse, quelle réaction correspond à quoi. Rendement de maïs, après un système de rotation culture à long terme, de culture de couverture à long terme, un plafonne à 100 kg par hectare d'azote. Maïs, soya, blé d'hiver, trèfle rouge. Ici, maïs, soya, blé d'hiver, aucun trèfle rouge. On voit donc la valeur du trèfle rouge au niveau des crédits en azote. En Ontario, les crédits d'azote sont environ 60 kg par hectare. Soya, désolé. Soya et ensuite maïs. Nous n'avons jamais plafonné. Ça, c'est dans le système de labourage. Une réponse semblable dans une zone sans labourage parce que nous protégeons le sol. Nous voyons cette réponse, cette réaction. Donc, si nous résumons la réponse, on a une moyenne sur 5 ans du long terme. On peut dire que 17 à 21 de moins d'engrais azotés est nécessaire lorsqu'il y a du blé d'hiver dans la rotation. Donc, ça, c'est seulement avec le blé d'hiver. 17 à 21 de moins de nécessité d'engrais. Pour certaines personnes, ces graphiques sont vraiment difficiles et d'autres personnes préfèrent voir ces images. Donc, regardez le maïs. Donc, cette expérience ici a commencé en 1995. La photo a été prise en 2015. Ça, c'est une zone avec préparation du sol, une rotation de soya, maïs et blé d'hiver. Le maïs tire l'azote de la santé des sols, du cycle de la matière organique. On peut le comparer avec une préparation du sol conventionnelle, le maïs en continu, beaucoup plus d'immobilisation de l'azote. On peut clairement
voir les résultats. Même chose ici, une photo aérienne. On voit cette expérience avec préparation du sol, sans préparation du sol. Des cultures avec du blé d'hiver. Ce que l'on cherche ici, c'est le maïs. Donc, ce qu'on voit juste ici, c'est le maïs cultivé avec du blé d'hiver dans la rotation en août, au mois d'août. Regardez à quel point le maïs est vert. Si on le compare ici à du maïs sans blé d'hiver dans la rotation, la différence est très claire. 0 azote pendant la saison, mais on a de l'engrais azoté au début. Pour moi, la photo aérienne est vraiment l'image qui nous permet de constater les effets. Émilie Godin a résumé les données sur une longue période, sur le long terme, mais ce qu'ils ont constaté, c'est qu'avec des petites céréales dans la rotation, en séparant les années sèches par rapport aux années normales, ce que nous avons constaté, c'est une augmentation du rendement pendant les années sèches. Une augmentation assez importante et c'est ce que nous cherchons. Nous cherchons la stabilité, la capacité de supporter les changements les changements de température. Donc, moi, je suis en faveur des cultures de couverture et des petites céréales dans vos cultures. Pourquoi? Parce que nous cherchons des sols sains. Nous voulons que les sols sains puissent bien fonctionner, peu importe les conditions météorologiques, qu'ils puissent pardonner les erreurs. Pour moi, il est question de protéger le sol de la même façon que vous protégez vos tracteurs en les entretenant sur une base régulière, en changeant l'huile, en investissant dans l'entretien de vos tracteurs. Ce n'est pas pour faire des profits, mais c'est pour protéger votre matériel. J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont contribué à ces résultats. Nous avons une très grande équipe, Dr. David Hooker à Richtown et Dr. Bill Dean à Elora. Merci beaucoup. Et puis, je serais ravie de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Mme Van Heard. Oui, c'était très intéressant, effectivement. Je vous demanderai peut-être juste de désactiver votre partage d'écran et on pourra commencer avec la période des questions. Donc, je vous invite tout le monde à poser les questions que vous désirez sur le chat, que ce soit sur les cultures de couverture, que ce soit sur les rotations. On est ouvert à tout. Fait que Bruce, je te laisse la parole. Oui, merci pour la présentation, c'est fascinant. On a une première question. En fait, il y en a d'autres qui sont apparues. On en a une première sur la paille. On aimerait savoir, c'est quoi votre opinion sur le fait de récolter la paille ou la laisser au champ? Je vais peut-être poser une sous-question que la personne n'a pas posée, là. On entend souvent parler des éléments sur la matière organique, c'est la chose évidente. Mais aussi, il y a des gens qui s'inquiètent sur le fait de perdre, exemple, du potassium dans les sols. Fait que j'aimerais entendre votre opinion là-dessus. Yep. Yeah, absolutely. Great question. Oui, absolument. C'est une très bonne question. Donc, la paille. Il y a deux façons d'aborder la question. Si on peut faire des échanges pour de l'engrais. J'imagine que votre question, c'est quelle est la valeur sur le plan économique? Si on exporte du potassium, nous avons un excellent outil que les agriculteurs, les cultivateurs de céréales en Ontario utilisent. Ça s'appelle Cash Cropper. On peut l'utiliser. C'est basé sur de la recherche qui porte sur la valeur de la paille. Par rapport à notre expérience,
à Richtown et Elora avec les systèmes céréaliers. On laisse la paille dans le champ, mais l'autre analyse a évalué la valeur de la paille, donc je vous encourage à la regarder. Dans mon expérience, nous avions ces 5 différentes cultures de couverture. Nous avons également divisé les cultures pour avoir des cultures où on retirait la paille et d'autres cultures où on la laissait. Nous ne voyons pas de grandes répercussions si la paille est retirée une fois ou plusieurs fois. Par contre, il faut penser au système. Il y a une certaine valeur dans l'idée de laisser la paille. Par rapport à la matière organique, si l'objectif est de bâtir la matière organique, je la laisserai. Je laisserai la paille. Merci beaucoup. Maintenant, sur le thème du trèfle, on a plus qu'une question là, à ce sujet-là. Les gens sont intéressés à savoir le moment de l'implantation, les taux de semis, peut-être la méthode, à la volée, ou est-ce que c'est avec un semoir? Vous nous donnez des détails sur ça? Absolutely. So in these Tout à fait. Donc, dans ces expériences, l'interprète s'excuse. C'est ensemencé en avril, donc dans un sol gelé. Il y a des agriculteurs qui m'ont dit que parfois même à la fin février, c'est possible de le faire. Nous n'avons pas la neige que vous avez. Nous avons moins de neige ici en Ontario qu'au Québec. Donc, c'est définitivement un ensemencement quand le sol est gelé. Beaucoup de travail a été fait par le docteur Bill Dean et David Hooker. Ils se sont penchés sur l'optimisation du trèfle rouge dans ce système. Nous savons que c'est un défi. Ce que nous constatons maintenant dans les expériences à long terme à Richtown, c'est quand nous avons de la matière organique dans le sol qui a été bâtie et de plus hauts taux d'azote, l'implantation de trèfle rouge est moins élevée. C'est quand il y a peu d'azote dans le système qui nous permet d'avoir une bonne implantation du trèfle rouge. Donc, ils essaient de se pencher sur cette question. Ma recommandation, c'est de faire du remplissage avec du trèfle pourpre ou d'autres types de trèfle pour faire du remplissage. C'est le trèfle incarnat, pardon. C'est une longue réponse. Vous êtes une passionnée. On a une question sur le type de céréales à paille. Vos essais, c'était dans le blé, je crois. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on pourrait voir les mêmes bénéfices si on avait, exemple, de l'avoine, de l'orge ou du sel dans la rotation? Yeah, absolutely. So, yes, we are Tout à fait, seeing oui. Nous le voyons à Elora. Il y a presque les cultures ont été implantées il y a presque 50 ans avec du bétail dans le système. Il y avait une rotation qui était d'avoine, d'orge, ensuite maïs et fèves de soya. Nous voyons les mêmes effets, donc des augmentations de la santé du sol, de la matière organique dans le sol avec les petites céréales, davantage encore lorsqu'il y a du trèfle rouge implanté dans le système. Nous avions des essais à long terme sur les sables à Delhi, donc des sols avec une grande teneur en sable où
et on constatait les mêmes résultats. Donc, non seulement en Ontario, si on regarde le sud-ouest de l'Ontario, on constate la valeur des petites céréales. Merci. J'aurais une question un peu double sur la phytoprotection. Quelqu'un nous pose la question, avez-vous vu une différence sur les maladies et les toxines dans les grains récoltés, là, dépendamment du système avec ou sans culture de couverture? Et j'ai une autre question qui est aussi sur la phytoprotection. Dans vos données, les analyses économiques, vous aviez des montants attribués à une réduction des coûts, je crois, d'herbicides. Est-ce que vous avez observé une réduction des populations de mauvaises herbes dans vos parcelles? Donc, deux questions finalement, là, toxines, maladies et mauvaises herbes. Yep. Excellent. Oui, So, excellent. Donc, nous avons constaté dans ma rotation avec les cultures de couverture, avec du radis, de l'avoine, du seigle et ce mélange de radis et de seigle, nous avons constaté une réduction des rendements dans les tomates. Dans la culture de tomates, les tomates sont très réactives. Nous avons pu travailler avec des pathologistes qui ont mesuré les incidents de maladies sur les fruits. Nous avons publié les résultats dans une revue sur la phytoprotection. Nous avons vu d'excellents résultats. Les pathologistes disaient qu'ils constataient des résultats semblables avec des fongicides certaines années. Donc, nous l'avons constaté. Bientôt, nous allons embaucher un pathologiste des plantes et j'ai très hâte de voir si nous constatons la même chose avec le blé. Nous n'avons pas fait ce travail. Par rapport aux mauvaises herbes, lorsque nous avons mené les expériences initiales, nous regardions les effets sur le maïs et nous avons constaté une bonne suppression des mauvaises herbes avec le radis, surtout avec certaines légumineuses. Je suis curieuse. L'interprète s'excuse, elle n'a pas saisi le commentaire. Donc, c'est une étude qui reste à faire. Une question, en fait, que je pose de moi-même, là, qui est une sous-question à ça, puis pas besoin de faire une longue réponse. Au niveau de la valeur alimentaire, c'est quelque chose qu'on entend de temps en temps. Sur la valeur alimentaire des récoltes, peut-être plus dans les cultures horticoles là, que vous aviez. Est-ce qu'il y a, on entend parfois parler de temps de conservation plus long. Est-ce que c'est des choses que peut-être dans les courges, par exemple, vous aviez vu? we did Oui, try in nous avons, cette même année, où nous avions des tomates de transformation, nous avons collaboré avec une personne qui regarde les antioxydants, des sols plus sains, des plantes plus saines, des aliments plus sains. Nous n'avons pas vu de différence considérable. Le problème, c'est que c'était la période de COVID et les échantillons. Non, nous n'avons pas constaté de différence. C'est en partie attribuable à le temps qui s'est écoulé entre l'échantillonnage et le traitement des échantillons. Mais oui, je suis très curieuse. Je serais très curieuse de connaître la différence. On est dans le Nord. On a une personne qui nous pose la question quand les taux de matière organique sont élevés et aussi en climat frais et ou en climat frais, voyez-vous les mêmes avantages? Là, la question précise pas si on parle des petites céréales ou si on parle des cultures de couverture, mais disons pour les deux, là. yeah I don't know. Je ne sais pas.
Tout ce que je peux dire, bon, je peux seulement parler de ce que nous constatons. Je sais que l'étude dont nous avons parlé avec le Soil Health Institute, l'Institut sur la santé des sols, ils ont regardé des échantillons au Canada jusqu'au Mexique, donc ils se sont penchés sur tout le territoire de l'Amérique du Nord. Ça, c'était des études à long terme. La latitude importait moins que les précipitations. Donc, le climat sec versus plus de précipitations. Donc, c'est tout ce que je peux dire, en fait, sur la question. Lorsque j'ai commencé cette recherche, je disais, on a commencé avec des sols plus favorables. On n'a pas commencé directement avec les conditions plus hostiles. On a des questions encore sur les modes d'implantation des cultures de couverture. Ce que j'ai compris, c'est que vous avez semé après la récolte des céréales. Est-ce que vous avez aussi expérimenté avec des intercalaires semés en même temps là, entre les rangs, par exemple du maïs ou même du soya? Mhm. Mhm. Yep. Puis Yep. peut-être une Oui. sous-question qui vient d'apparaître ici. Si vous avez expérimenté dans le maïs, est-ce que vous avez un mélange là, ou une culture de couverture, une espèce qui serait Yep. supérieure à introduire dans le maïs? Yes, so we did that Oui. work. Nous avons fait ce travail il y a environ 15 ans avec différentes sortes de maïs, donc du maïs à grains, du maïs sucré. Donc, quand on commence avec le maïs à grains, on prend les mâles et on coupe les têtes. Et ensuite, on peut planter n'importe quoi. Quand on avait un bon taux d'humidité, avec le maïs sucré, il dépérissait parce qu'ils avaient besoin davantage de lumière. Nous avons ensuite collaboré avec David Hooker et Mehdi et nous nous sommes penchés sur la semence directe intercalée. Et dans ce cas, on avait besoin de seigle. Je ne pourrais pas formuler une recommandation précise sur les espèces parce que nous n'avons pas testé assez d'espèces. Mais ce que je peux dire, c'est que si vous faites du silage corn, l'interprète s'excuse, avec le maïs à grains, on a des petites plantes qui sont pas très solides, puis ensuite on met simplement un peu comme des ordures par-dessus. Donc, aussi bien de ne pas le faire. C'est mon expérience. Du travail a été fait en Colombie-Britannique qui suggérait autre chose, mais bon, je ne l'ai pas encore essayé. Merci beaucoup. On a terminé la période de questions. On va se En changer. fait, Bruce, on va prendre une Ah. question. On va finir avec Ok. une question. Il reste 1 minute. Donc, on ne change pas en citrouille tout de suite. Non. OK. Une question un peu plus rapide. Avez-vous évalué l'effet des cultures de couverture sur les gaz à effet de serre, en particulier le protoxyde d'azote? Yes, we're doing it right now. Oui, nous le faisons en ce moment. Donc, nous avons différentes cultures de couverture avec des contrôles, avec différentes stratégies par rapport à l'azote. Ce que nous constatons dans un système où il y a du trèfle rouge, du maïs, du soya et du blé d'hiver, il faut vraiment tenir compte des crédits en azote du trèfle rouge. Sinon, on a des émissions accrues de protoxyde d'azote parce que les conditions sont favorables aux émissions. On a du carbone et on a beaucoup d'azote disponible. On ajoute de l'humidité dans le sol et
ça nous donne davantage d'émissions de protoxyde d'azote. Donc, il faut faire très attention lorsqu'on voit les données. Parfois, il faut regarder l'équilibre d'azote. Donc, c'est ce que nous sommes en train d'étudier en ce moment dans notre expérience. Nous ajustons les taux d'azote. Nous utilisons des inhibiteurs avec et sans culture de couverture pour comprendre l'équilibre. Les gens disent évidemment, évidemment, les émissions seront réduites. Non, pas nécessairement. Pensez à ce dont les microbes ont besoin pour émettre du protoxyde d'azote. Ils ont besoin d'une source d'azote disponible, ils ont besoin de carbone. Évidemment, on a besoin de conditions humides. Le message, c'est vraiment de vraiment appliquer le crédit d'azote, de réduire selon ce que vous avez évalué. Yep. OK. Puis j'aurais le goût d'ajouter à l'intention des producteurs qui nous écoutent de faire l'essai dans les parcelles, de doser peut-être, appliquer le crédit, puis sur des petites parcelles. Yes. Bon, ben, OK. c'est bien. Merci énormément, Mme Van Heard, pour votre présentation. Merci, Bruce. C'est ça, on s'excuse, il y avait beaucoup de questions dans le chat, beaucoup de questions qui n'ont pas été répondues non plus. On va faire un suivi de ces questions-là. Donc, c'est ça, c'est le temps qu'on avait là, pour pouvoir passer avec Mme Van Heard. Donc, voilà, on va prendre un petit 5 minutes de pause. On vous revient dans 5 minutes et puis on va enchaîner avec la prochaine conférence. Merci. Bon, rebonjour tout le monde. On va continuer avec le webinaire de ce matin. J'espère que vous avez apprécié la traduction simultanée. Là, pour ceux qui l'ont utilisée, nous, c'était notre première expérience au niveau de la traduction simultanée. Pour ceux qui l'ont utilisée, on aimerait ça avoir vos commentaires. Donc, vous aurez la chance, là, après le webinaire, de remplir un sondage. Ça serait apprécié de votre part de nous voir des commentaires sur ce service qu'on a offert ici aujourd'hui. Donc, comme deuxième conférence ce matin, on va accueillir Mme Hélène Bernard, qui est ingénieure au MAPAC, à la direction régionale de la Mauricie. Donc, j'invite Hélène. Oui, bon, Hélène a ouvert sa caméra, ouvert son micro. Mme Bernard détient un baccalauréat en génie agro-environnemental de l'Université Laval. Elle a travaillé au MAPAC depuis, en fait, elle travaille au MAPAC depuis 2003. Tout d'abord à la direction régionale de Chaudière-Appalaches depuis 2010 et à la direction générale de la Mauricie, là, en fait, c'est ça, depuis 2010 à la direction générale de la Mauricie. La gestion de l'eau occupe une place importante dans son travail, du réseau hydraulique au drainage souterrain, en passant par le nivellement et les ouvrages hydro-agricoles. Elle nous parlera ce matin des solutions adaptées au climat actuel pour la gestion de l'eau. Donc, Hélène, je te cède la parole. Merci beaucoup, Yvan. Merci beaucoup de m'avoir invité à ce webinaire sur les solutions adaptées au climat actuel en gestion de l'eau. C'est un honneur pour moi de passer aussi après Mme Van Heard. C'était très intéressant, là, la conférence précédente. Donc, aujourd'hui, bon, donnez-moi juste un instant. OK. Aujourd'hui, on va parler de deux choses principales. On va parler d'une approche diagnostique dans le but de comprendre et réussir la gestion de l'eau dans ces champs en contexte de changement climatique. Donc, l'approche là, que je nomme de loin de proche, je vais vous expliquer un peu ma vision des diagnostics en gestion de l'eau. Puis ensuite, on va parler d'adaptation des ouvrages hydro-agricoles dans les champs en contexte de changement climatique. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas parler des solutions agronomiques. Ces solutions-là sont extrêmement importantes. Vous en avez eu peut-être un aperçu là, tantôt dans la conférence précédente. C'est Marie-Ève Bernard, agronome, là, qui va en parler le 16 février. Je vous invite à écouter ce webinaire-là. Donc, l'eau. En fait, l'eau, c'est un élément plus qu'essentiel. C'est l'élément fondamental à toute vie sur Terre. Puis, en agriculture, on a des défis particuliers parce que, à cause des changements climatiques, on vit des épisodes de précipitations abondantes, donc des précipitations qui sont très, des fois courtes et intenses, puis des fois très, très longues aussi, là, sur plusieurs jours, comme on a vu en 2023.
Puis, on voit aussi des épisodes où, pendant de nombreuses journées, il ne pleut pas. Puis ces journées-là, évidemment, ne sont pas nécessairement synchronisées avec les besoins en eau des cultures, là. Donc, autant dans le moment que dans l'endroit, que dans l'intensité, ça ne répond pas nécessairement aux besoins directs de la plante, là, qui doit passer d'une graine à une plante mature et prête à récolter. Donc, le défi, c'est vraiment d'avoir de l'eau disponible au bon moment, au bon endroit et en quantité adéquate. Puis ça reste là, c'est ça, finalement, ça reste le défi des prochaines années, je pense. Donc, pour ce qui est de l'approche diagnostique, parce que si on veut réussir notre gestion de l'eau, il faut évidemment comprendre ce qui se passe dans nos champs. Je pense, en tout cas, c'est la méthode que j'utilise, il faut regarder de loin pour pouvoir comprendre ce qui se passe de proche. Donc, d'abord, ça demande un certain temps. Je vois beaucoup de producteurs qui m'appellent ou des conseillers qui m'appellent puis qui connaissent déjà et la solution, et le problème, et les interventions. Et ces interventions-là devraient être faites pour hier, souvent, là, quand ils me parlent. Puis, je pense qu'il faut prendre un temps d'arrêt là, avant de se lancer dans des investissements parfois dispendieux. Puis, il faut regarder la situation dans son ensemble. Donc, on va regarder ce que c'est regarder de loin et de proche là, dans les prochaines diapositives. Pour ce qui est de regarder de loin, en fait, c'est qu'il faut utiliser les outils numériques, les outils à notre disposition pour comprendre le réseau hydraulique, le drainage de surface et le drainage souterrain. C'est toujours dans cet ordre-là, moi, que je le fais. Puis, pour préciser ma pensée, là, le réseau hydraulique, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est les cours d'eau, les fossés, les exutoires, c'est comme ce que j'appelle la grosse eau finalement, là. C'est où elle s'en va, d'où elle part, par où elle passe. Puis pour ça, on peut utiliser plein de sites Infosol, Forêt ouverte, l'Atlas de l'eau du ministère de l'Environnement. On peut regarder seulement sur Google Maps aussi, etc. Puis l'idée, c'est qu'on doit comprendre l'hydrographie actuelle, puis même des fois l'hydrographie là, historique s'il y a eu des changements. On doit comprendre la position du champ par rapport au bassin versant. Donc, est-ce qu'il est en amont, dans le milieu, en aval de son bassin versant, et comprendre l'écoulement général et les tendances. Pour le drainage de surface, mais là, on peut aller plus finement, regarder l'hypsométrie, ça, ce sont les courbes de niveau, les modèles numériques de terrain, l'ombrage sur relief. Sur Infosol, on a accès aussi au tracé d'écoulement, aux cuvettes, etc. Puis pour le drainage souterrain, ben, on essaie de mettre la main sur nos plans de drainage. C'est très important. Si on n'en a pas, on peut essayer de regarder les plans de drainage des voisins, peut-être même leur demander l'historique. S'il y a eu du drainage dans les champs voisins, on peut discuter avec nos voisins aussi pour voir comment ça se passe, comment c'est organisé chez eux et tout ça. Puis évidemment, il faut regarder, avoir une idée de l'état de la nappe phréatique, donc la pédologie, comprendre les milieux humides à proximité. Puis, on peut regarder les milieux humides, ça, je l'ai dit, des milieux humides. Puis, ben, c'est ça, finalement, là, les orthophotos, puis les ondes mouillées, tout ça. Tout ça dans le but de potentiellement faire un lien avec les cartes de rendement, si on est capable, pour pouvoir mieux intervenir avec les outils disponibles, puis avec le budget qu'on a aussi pour faire nos améliorations. Je vais vous donner des exemples de ce qu'on peut retrouver quand on regarde, dans ce cas-ci, un réseau hydraulique de loin. C'est un champ de 3 hectares là, qui est ici, qui est en le rectangle jaune, à Saint-Anne-de-la-Pérade. Fait que là, c'est assez simple. On se dit, on est au nord de la route 138, le fleuve est ici. En théorie, l'eau devrait vouloir là, se diriger assez rapidement vers le fleuve. C'est à ça qu'on pourrait s'attendre si on ne cherche pas plus loin. Cependant, quand on regarde les cartes de façon plus précise, on se rend compte que le cours d'eau à proximité, le cours d'eau qui est l'exutoire du champ, en fait, bien, il remonte au nord, il redescend pour finalement retrouver le fleuve là, quelques kilomètres plus loin. Quand on regarde les écoulements préférentiels aussi sur forêt ouverte, c'est ce qu'on constate. Même si instinctivement, on avait l'impression que l'eau allait quitter facilement vers le sud, bien, ce n'est pas le cas. Et les milieux humides de la carte interactive de Canard illimité nous montrent aussi qu'il y a des milieux humides là, sur ce genre de plateau-là. Donc, ça veut dire que la nappe phréatique est probablement haute, puis que le réseau hydraulique n'est peut-être pas si efficace finalement.
pour ce qui est de la gestion de l'eau de surface, donc le drainage de surface qu'on associe souvent au nivellement, mais dans le fond, on peut regarder sur les cartes aussi, justement, les cuvettes. On peut chercher les raies de curage inefficaces puis le regarder de loin, là, le regarder physiquement au champ. C'est pour ça que je vous ai mis des photos comme ça. Des fois, lors de pluies fortes ou de pluies de longue durée, on peut voir justement où on a des problèmes d'infiltration finalement, puis d'eau de surface qui ne quittent pas le champ, là. En fait, la saison 2023, ça a été un cours pratique accéléré, là. Les champs ont montré de nombreux problèmes, là. Les champs qui avaient des problèmes, ça a tout ressorti parce qu'il y a eu 2 phénomènes, en fait. Parfois, le taux de précipitation dépassait la capacité d'infiltration du sol. Ça arrive souvent lors de pluies de forte intensité. À la limite, c'est normal, il se met à pleuvoir, il pleut très fort. Même si vous avez un sol en santé, un champ qui a une bonne capacité d'infiltration, c'est fort probable que le taux de précipitation soit plus élevé que la capacité d'infiltration. Donc, il va y avoir du ruissellement. Fait qu'il faut toujours retenir que ça existe, le ruissellement, il va toujours en avoir, là. Ça ne se peut pas que la pluie soit toujours inférieure à la capacité d'infiltration des sols. Puis ensuite, dans la durée, c'est qu'on se retrouve finalement avec des places qui sont saturées en eau. Fait que là, même si on serait capable, l'eau serait théoriquement capable en termes de vitesse de s'infiltrer dans le sol, s'il n'y a plus de place dans le sol pour l'accueillir, bien évidemment, ça va ruisseler. Il faut comprendre ces phénomènes-là pour voir ce qui se passe dans nos champs. Puis c'est pour ça que j'ai écrit qu'il ne faut pas compter uniquement sur l'efficacité de l'infiltration pour gérer l'eau de surface. Parce qu'il va y avoir des moments, il va y avoir des redoux hivernaux aussi, il va y avoir des sols gelés avec des précipitations liquides qui vont tomber. Il va y avoir des phénomènes dans l'année, même si vous avez les meilleurs sols, même si vous faites très attention, où l'eau ne sera pas capable de s'infiltrer. C'est pour ça qu'il faut être capable de la gérer à la surface de façon efficace. Il faut faire attention parce que ces problèmes-là ont tendance à s'accentuer au fil du temps. Par exemple, une cuvette comme on voit ici, l'eau va être amenée vers la cuvette, puis l'eau va transporter des sédiments fins qui vont se déposer au fond, qui vont participer à colmater la macroporosité, puis donc diminuer l'infiltration, le sol va rester plus humide, le reste du champ va être correct là, pour passer avec la machinerie. Fait que là, on va passer, on va compacter et ces problèmes-là s'accentuent. Donc, il ne faut pas les prendre à la légère. Il y a beaucoup de rendement là, qui peut être fait là, si on n'a pas de zone de ce genre-là, finalement. Fait que là, la recommandation, c'est de faire un relevé microtopographique puis de regarder avec son conseiller là, ce qu'on peut faire là, pour corriger. Le drainage souterrain. Quand on regarde le drainage souterrain de loin, en fait, ce que je veux dire, c'est de regarder est-ce que j'ai un plan de drainage pour mon champ? Est-ce que mon champ est drainé souterrainement? Est-ce que les voisins sont drainés souterrainement? Comment se comporte la nappe phréatique dans mon secteur? On peut même aller voir sur Internet là, les rapports du PACES, programme d'acquisition de connaissances des eaux souterraines, si on veut savoir on est dans quel secteur par rapport à la nappe phréatique, puis un peu comprendre son comportement. Puis là, je vous ai mis un exemple plutôt pour vous faire sourire, mais des fois, il y en a qui me disent oui, mon champ, il est drainé souterrainement, mais finalement, quand on ressort les plans, on comprend que des fois, il y a des enjeux de champs avec des drains qui ont été posés dans le sens de la pente à plus de 3 de pente, des drains qui sont mal connectés. En tout cas, ça, c'est un bon exemple là, finalement de choses qui n'ont pas été vraiment réfléchies. Fait qu'à ce moment-là, il faut se repositionner peut-être sur l'efficacité du réseau de drainage souterrain. Puis, il ne faut pas penser que le drainage souterrain, c'est seulement poser des drains dans le sol. C'est plus que ça. Il y a un guide technique qui a été revu dernièrement puis qui est disponible là, sur le site du CRAAC. Puis, là-dedans, on évoque là, toutes les façons de calculer l'écartement entre les drains, la profondeur, le calcul pour le dimensionnement des collecteurs, le choix du filtre, etc. Fait qu'il faut réfléchir avant de poser des gestes en drainage souterrain. À présent, on a regardé de loin. Donc, on a une connaissance même avant de mettre un pied dans le champ, en fait, avant de creuser des trous plutôt, parce qu'on a regardé le champ, évidemment, mais avant de creuser vraiment des profils de sol, on a une connaissance globale du champ puis de sa gestion de l'eau. À présent, il faut creuser pour pouvoir regarder de proche. Donc, dans le fond, il faut faire des profils de sol. On peut les faire avec une pelle ronde et une tarière.
de 4 pieds ou par exemple, ici, là, nous, on a une terrière avec une rallonge aussi là, pour aller jusqu'à 8 pieds. Puis moi, ce que je recommande, c'est de creuser dans chaque type de sol, selon la carte pédologique ou selon vos connaissances là, du champ. Puis souvent, moi, je creuse où ça va bien, où ça va mal, loin de l'exutoire, puis près de l'exutoire pour voir un peu la différence. Des fois, là, on peut voir si l'eau quitte bien le champ ou pas là, quand on est loin de l'exutoire et près de l'exutoire. Puis évidemment, tout autre endroit névralgique là, qu'on considère intéressant. On peut creuser aussi avec une pelle mécanique. Quand on fait ça, c'est important de gratter la surface avec une pelle ronde ou un couteau avant de commencer à évaluer la structure et la compaction parce que la pelle mécanique, bien, la pelle ronde aussi le fait, là, fait que vous pouvez évidemment gratter. J'aurais dû aussi écrire ça là, pour les trous faits avec une pelle ronde, mais l'idée, c'est que pour bien apprécier la structure réelle du profil de sol, c'est important de défaire là, l'endroit qu'on étudie qui a été lissé par la pelle mécanique. Ce qu'on apprend quand on regarde le sol de proche et qu'on fait des profils, d'abord, on apprend la texture. La texture, c'est hors de notre contrôle, mais il faut vraiment la connaître et la comprendre. Puis pas seulement, en tout cas, moi, je recommande de ne pas la comprendre seulement sur les premiers 8, 10, 12 pouces, mais bien sur tout le 4 pieds. Ça, c'est la composition granulaire, sable, limon, argile du profil de sol. Dans le fond, les racines vont aller plus creux que 8, 6, 12 pouces. Fait que, tu sais, tant qu'à y être, creusons plus creux, puis prenons des notes sur tout l'ensemble du profil de sol. Parce que c'est ça, moi, je les fais toujours jusqu'à minimum 4 pieds, les profils de sol, sauf si je ne suis pas capable de creuser. Puis ensuite, on regarde la structure. La structure, c'est la façon dont le sol se regroupe en agrégats. Puis ça, c'est lié beaucoup aux pratiques culturelles puis à la gestion de l'eau. Fait que là-dessus, on a un impact. C'est aussi lié à la texture parce qu'il y a des arbres, par exemple, comme le sable ou le limon, qui ont plus de difficultés à faire des agrégats. Ensuite, la couleur. La couleur, c'est beaucoup lié à l'aération. Donc, c'est beaucoup lié à l'eau. Quand on a des couleurs comme du brun, de l'orangé, comme ici, ça, c'est un profil qui est aéré, là. On n'a pas de signe d'anoxie avec la couleur qu'on voit. Mais ça nous parle sur justement l'eau qui reste et l'air qui ne va pas finalement dans le profil. Fait que des fois, on a des mouchetures grisées, bleutées, on a des couches tout à fait bleutées, grisées, ou par exemple, au fond, ça peut être normal là, de trouver évidemment de la couleur plus anoxique. Finalement, l'odeur, ça nous aide à voir s'il y a de l'aération suffisante pour décomposer la matière organique. Fait que quand ça sent un peu, comment je pourrais dire ça? La décomposition anaérobique, là, finalement, je pourrais le dire de même, là, mais que ça sent le fond de cave, on va dire, ça, on sait qu'on a un enjeu d'aération. Les racines, on regarde aussi les racines. On est capable de voir leur profondeur. On est capable de voir leur itinéraire aussi. Donc, si elles tournent, par exemple, s'il y a une couche qui est plus compacte, on peut voir la quantité et la localisation. On regarde aussi les vers de terre puis les autres micro ou même, je dirais, macro-organismes. Donc, le type, la quantité. On peut voir l'eau dans le profil. Donc, on peut voir où coule l'eau. Est-ce qu'elle vient carrément seulement de la nappe phréatique ou est-ce qu'il y a de l'écoulement hypodermique? Donc, entre deux couches, une couche plus perméable sur une couche moins perméable ou carrément, est-ce qu'il y a une nappe perchée là, qui se retrouverait au-dessus d'une zone compactée? On peut voir aussi apprécier la nappe phréatique. Fait que quand elle est présente dans le profil, on peut voir sa hauteur à l'équilibre cette journée-là. Puis on peut aussi voir la vitesse de remontée. Soit on peut la mesurer avec des sondes ou carrément apprécier là, la remontée de la nappe quand on fait les profils de sol. Ça, sachez que ça peut être long, surtout dans des sols qui ont des conductivités hydrauliques plus faibles. Donc, moi, je vous conseille de commencer à faire des profils, puis de laisser la nappe remonter, puis de revenir plus tard, là. Mesurer la profondeur, faites d'autres choses, revenir prendre la profondeur. Vous allez pouvoir si elle est effectivement à l'équilibre. Ce qu'on trouve aussi dans les profils de sol, toutes sortes de choses qui ne sont pas nommées, là, que je n'ai pas nommément nommées, mais c'est toujours comme un monde caché qu'on découvre. Puis des fois, il y a des enjeux qu'on se rend compte qui sont plus anthropiques, donc dus à l'homme, puis des fois, des choses qui sont plus naturelles. Puis là, je vous ai mis 2 exemples. Ici, c'est dans un champ qui a été cultivé en pommes de terre, où on avait une couche
compactée, même dans un sable qui était très flagrante. Puis, c'était typique, là, on avait de l'eau qui n'était pas capable de s'infiltrer à travers cette couche-là. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est anthropique, qui est dû à l'homme, puis qu'il va falloir corriger. Puis ici, je vous ai mis un autre exemple où ce n'est pas dû à l'homme. Finalement, les couches dans ce cas-ci, c'est du sable, sont litées, sont horizontalement placées, puis ont été les sédiments, en fait, parce que c'est ça qui est arrivé probablement. Il y a des sédiments qui se sont compactés au fil des années horizontalement. Donc, l'eau a de la difficulté à traverser le profil, mais ce n'est pas nécessairement dû au passage de la machinerie. Ça ne veut pas dire que la correction va être différente ou que les recommandations vont être différentes, mais c'est important, c'est important de comprendre avant de prendre une décision pour pouvoir avoir des attentes réalistes sur les interventions qu'on va faire. Puis évidemment, on trouve des nappes, parfois des nappes phréatiques élevées. Naturellement, là, il y a des champs dont la nappe phréatique reste plus élevée, des champs où le réseau hydraulique est moins performant, des champs qui sont en aval des bassins versants aussi parfois. Par exemple, ici, on est proche du lac Saint-Pierre. On n'est pas dans le littoral du lac Saint-Pierre, mais on comprend que pas loin en aval, il y a un enjeu de réseau hydraulique qui ne se vide pas. Puis, c'est ça, des nappes phréatiques élevées naturelles, ça existe. On trouve aussi, quand on regarde de proche, des problèmes comme des bris de drains. On trouve des fois du sol aussi dans les drains. On peut trouver des problèmes dus à l'oc de fer ou des racines. Ça, c'est quand on va creuser aux endroits spécifiques où on pense qu'on a des problèmes. Maintenant, je vais vous parler des ouvrages et des pluies exceptionnelles. Donc là, j'ai fini la partie du diagnostic, puis je veux qu'on aborde ensemble un peu la réalité qu'on a vécue en 2023, puis peut-être la réalité qu'on va revivre là, dans les prochaines années. On comprend qu'on risque aussi d'avoir des problèmes ou en tout cas des enjeux dus au manque d'eau. L'exemple que je vous montre, c'est un exemple réel de cet été où il est tombé au lac aux Sables à Morcy plus de 100 mm de pluie, en tout cas sur à peu près 2 jours et demi. Donc, ça correspond à des pluies d'une récurrence d'environ 100 ans quand on regarde les courbes intensité, durée, fréquence là, sur le site de climat là, des données du climat du Canada. Donc, ça a mis à rude épreuve les ouvrages. Dans ce cas-ci, c'est un ponceau qui a, dans le fond, qui est parti là, avec le courant d'eau là, dans le cours d'eau. C'est sûr que les ponceaux ne sont pas conçus pour résister à des pluies exceptionnelles d'une récurrence de 100 ans. Plutôt, ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on les conçoit pour 20-25 ans parce que c'est ce qu'on dit. On dit c'est la durée de l'ouvrage. L'ouvrage va durer à peu près 20-25 ans. Donc, on choisit une récurrence là, d'un même ordre de grandeur. Mais je veux quand même vous parler des ponceaux parce que vous en avez tous sur votre entreprise. Puis, avec les changements climatiques, quand vous allez faire un changement de ponceau, je veux que vous ayez en tête ces éléments-là. D'abord, ça prend un permis, ça prend une autorisation municipale. Puis des fois, en contactant la municipalité, ils vont vous parler peut-être même du diamètre, là, ou en tout cas, ils vont vous sensibiliser à ce sujet-là. Pour des ponceaux qui ont plus de 1,2 m de diamètre, donc plus de 4 pieds, ça vous prend un plan d'ingénieur selon la loi sur les ingénieurs. Donc, vous devriez engager un ingénieur qui va faire le calcul du débit de pointe puis qui va concevoir pour vous le ponceau. Pour calculer un débit de pointe, sachez, là, si vous choisissez un diamètre de ponceau sans aide, dans le fond, qu'on fait l'analyse du bassin versant. Donc, on regarde l'occupation du sol, les pentes, les types de sol, puis on analyse tout ça pour savoir finalement le débit de pointe là, qui passe dans le cours d'eau. Vous pouvez aller voir aussi les ponceaux en amont et en aval, donc leur diamètre et leur état, pour pouvoir juger si vous trouvez qu'ils ont l'air suffisants. Ce qu'il faut savoir pour les débits de pointe, c'est que l'Ordre des ingénieurs stipule qu'on devrait augmenter de 20 les débits de pointe. Donc, quand on fait le calcul puis l'analyse, on arrive à un chiffre, on devrait augmenter systématiquement 20 les débits de pointe pour faire notre conception de ponceau. Puis là, c'est un autre 20 mais il n'y a pas de lien là. Pour la libre circulation du poisson,
on ne devrait pas bloquer plus de 20 l'écoulement de l'eau au niveau de la ligne naturelle des hautes eaux. Fait que ça peut vous donner, pour avoir calculé quand même plusieurs ponceaux, ça peut vous donner un ordre de grandeur. Dans le fond, rappelez-vous qu'on ne veut pas bloquer l'eau. On ne veut pas bloquer le passage de la fonte non plus, mais on ne veut pas bloquer l'eau dans le cours d'eau. On ne veut pas créer de barrage en situation de débit de pointe. Ça veut dire qu'en amont du ponceau, on ne veut pas que l'eau monte par-dessus puis que ça crée une pression en aval puis que ça crée finalement un barrage. Fait que dans le fond, la prochaine fois que vous changez un ponceau, ayez tout ça en tête, puis ne lésinez pas là, sur la dimension du ponceau. L'achat de la conduite, oui, ça fait partie du prix, mais on comprend que de toute façon, ça va vous prendre une pelle mécanique, du géotextile, de la pierre, du remblai, tout ça. Donc, c'est pas le temps en changement climatique là, d'aller sous les capacités potentielles là, du diamètre finalement. Là. Choisissez quelque chose d'assez gros. Après ça, concernant le drainage souterrain, comment s'adapter? En fait, le drainage souterrain, ça sert à rabattre la nappe phréatique à un niveau optimal pour le développement des cultures. Ce n'est pas une pompe à vide, ce n'est pas fait pour tirer toute l'eau de surface. C'est vraiment juste fait pour soulager le champ des nappes phréatiques qui vont finir un jour par se vider, mais on fait ça pour gagner du temps. En gagnant du temps, on permet la circulation de la machinerie, puis on protège la structure du sol. Fait que dans le fond, est-ce que les pluies exceptionnelles vont influencer l'efficacité du drainage souterrain? Oui et non. En fait, en conditions de sol saturé, pendant l'été, comme à l'été 2023, oui. Parce que, en fait, c'est là où les drains souterrains, finalement, le sol saturé, c'est que la nappe phréatique remonte, un peu comme les photos que je vous ai montrées tantôt où la nappe était très haute. Souvent, on vit ça au printemps au Québec. Parfois à l'automne, mais beaucoup plus au printemps. Puis l'été, on a de l'eau qui tombe, qui s'infile dans le sol, mais c'est rare que la nappe phréatique est suffisamment rechargée pour remonter beaucoup. Ça dépend des types de sol et des conditions, mais on doit dire que l'été 2023, ça a été exceptionnel à ce sujet-là, là, parce qu'on a eu de longues périodes avec des pluies presque tous les jours. Donc oui, ça pourrait influencer notre choix là, de conception, les changements climatiques quand on va faire du drainage souterrain à cause de ça. Ensuite, il faut penser au réseau hydraulique à l'exutoire qui pourrait potentiellement être plus chargé plus souvent. Fait que c'est pas nécessairement grave, mais c'est juste de comprendre, OK, ma sortie de drain ou mes sorties de drain vont sortir dans ce cours d'eau-là. Disons, son look du printemps risque d'être peut-être son look dans l'été à quelques reprises. Cela dit, la sortie de drain peut être immergée. L'eau va quand même sortir du champ jusqu'à un certain point. Ensuite, on va choisir un taux de rabattement de la nappe. Mais quand on le fait, ce choix-là, ben, on le choisit parce qu'on voulait, par exemple, 30 cm par jour de rabattement ou 45 cm par jour de rabattement. Est-ce que ce choix-là est influencé par les changements climatiques? Comme je vous dis, peut-être à cause des pluies exceptionnelles d'été qu'on pourrait réavoir. Comme dans la culture bio, par exemple, des grandes cultures biologiques où on doit aller sarcler à des moments très, très précis, on pourrait choisir un taux de rabattement de la nappe plus élevé pour s'assurer de soulager plus vite là, le champ de la nappe phréatique. Puis après ça, il faut comprendre que la majorité des critères de conception d'un réseau de drainage souterrain sont basés sur les caractéristiques du sol. Donc, la conductivité hydraulique au-dessus des drains, sous les drains. La profondeur est choisie en fonction de la performance hydraulique, justement, des sols. Donc, c'est peu relié aux précipitations. Dans le calcul, en fait, les précipitations ne sont pas là. Fait que c'est pas vraiment un enjeu, le drainage souterrain, si vous avez un champ déjà drainé, en lien avec les changements climatiques. Cependant, on a parlé de pluie exceptionnelle. Il faut comprendre que parfois, il n'y en aura pas de pluie. C'est ça qui va arriver aussi dans le futur. Donc, on pourrait être intéressé à installer des contrôles du niveau de la nappe phréatique pour conserver plus d'eau finalement dans les champs. Pour faire ça, ça prend plusieurs critères. Là, je vous en ai mis quelques-uns ici. Puis avant d'y aller là, aux critères, il faut comprendre que la façon que ça fonctionne, c'est que le collecteur, au lieu de sortir directement au cours d'eau, puis de se vider finalement là, en continu si la nappe phréatique monte au niveau des drains, on va aller mettre une chambre de contrôle où on va placer comme un genre de mini-digue. On va placer des éléments qui vont faire en sorte que l'eau ne pourra pas aller directement au cours d'eau. Elle va devoir monter avant,
puis passer par-dessus avant de sortir. Donc, c'est ce qu'on appelle le contrôle de nappe. On peut soit enlever des plaques ici ou faire monter ou descendre la guillotine. Fait que c'est comme ça qu'on garde de l'eau dans le champ. Mais on est tributaire de 2 facteurs. On est tributaire de la gravité, parce que l'eau veut tout le temps, finalement, aller vers le bas. Puis aussi, on est tributaire de la perméabilité des sols, parce que l'eau pourrait quitter par en dessous aussi, là, sans égard à notre chambre de contrôle. Donc, pour que ça fonctionne, il faut avoir une surface régulière de champ et de drain, évidemment, et une pente inférieure à 0,5, puis même, j'ai le goût de dire 0,2 0,2 c'est la pente minimale des drains latéraux selon le guide technique de drainage souterrain. Évidemment, il y a des champs qui sont drainés là, à 0,1, mais sachez que ce n'est pas beaucoup finalement, là, 0,2. Donc, ça prend un champ plat et ça prend aussi une nappe d'eau qui se maintient naturellement au-dessus du niveau des drains. Ça va un peu avec le point 3, là, qui est d'avoir une couche de sol peu perméable située à moins de 3 mètres de profondeur, dans le but que la nappe puisse rester là, finalement. Donc, ça pourrait être intéressant pour conserver, faire monter la nappe, finalement, là, dans le champ pendant l'été. Ensuite, j'ai mis quelques éléments en lien avec l'érosion puis les dangers reliés à la gestion de l'eau et les changements climatiques. L'été 2023, pour avoir parlé à des ingénieurs du ministère des Transports, a été un été catastrophique pour les glissements de terrain. Habituellement, ce sont des phénomènes qui se produisent principalement au printemps, un peu à l'automne. Mais là, cette année, il y en a eu pendant tout l'été. Ce sont des phénomènes qui sont naturels. C'est rare que c'est dû à finalement quelque chose que l'homme a fait. Mais il y a des facteurs qui peuvent être aggravants ou déclencheurs, comme l'érosion, puis la concentration d'eau. C'est pour ça qu'en agriculture, ce qu'il faut faire, en fait, ce que je vous recommande, en zone à risque de glissement de terrain, d'abord, c'est de les identifier. Ces zones-là, vous pouvez les connaître sur le site de la MRC, vous allez les voir. Ils sont disponibles aussi sur le site de Données Québec. Puis en général, là, ce sont des sols qui sont composés d'argile sensible puis dont le talus est à plus de 5 mètres. Puis qu'il y a un cours d'eau là, en bas. Donc, il ne faut pas ajouter de poids en haut de talus. Il faut éviter les déblais en pied de talus. Quand il y a un glissement de terrain naturel, c'est ça qui se passe en fait. C'est que le cours d'eau gruge le pied de talus, puis là, ça déstructure la pente puis la stabilité du talus, puis là, c'est là que ça glisse. Il faut éviter les travaux mécanisés qui déstabilisent le talus ou changent la pente. Faites très attention quand vous faites des chemins de ferme pour que vous descendez, que vous faites un ponceau puis que vous remontez de l'autre côté. Vous déstructurez alors la pente puis ça peut être dangereux. Ce qui est facile à faire puis qui est très efficace, c'est de rallonger les sorties de drain avec du tuyau flexible non perforé. Donc, au lieu de laisser couler la sortie de drain dans le talus, c'est justement de créer une pression d'eau puis de l'érosion, vous allez la porter vraiment plus bas, le plus bas possible, avec un tuyau flexible non perforé. Bientôt, il va y avoir un guide d'aménagement et de mise en valeur des coulées là, qui va être en ligne. Puis, vous pouvez consulter le cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans ces zones-là. Il y a aussi, moi, ce que j'appelle des ouvrages et des pratiques artifices. Ça, en fait, ce sont des ouvrages que moi, je recommande en dernier. Pas en dernier parce qu'ils ne sont pas bons, mais en dernier chronologiquement, en voulant dire travailler sur vos pratiques culturelles, travailler sur votre nivellement, votre drainage souterrain, votre réseau hydraulique et tout ça. Puis si tout ça ne fonctionne pas, parce que à cause des changements climatiques ou du type de sol, il y en a qui ont des petits limons limoneux bien difficiles aussi, ou la longueur du champ, je veux dire, en tout cas, il y en a qui ont des champs très, très longs. Tu sais, il y a des facteurs, des fois, qui font qu'il faut rajouter des choses. Par exemple, des nouveaux fossés, des raies de curage, des rigoles d'interception, des tranchées filtrantes. Moi, je classe le sous-solage là-dedans aussi. Le sous-solage, pour moi, c'est une activité artifice qu'on va faire à un moment ou à un autre, mais qu'on ne fera pas tous les ans, dans le sens où on va aller briser une couche de compaction pour améliorer l'infiltration, puis on va faire d'autres pratiques autour, le plus agronomiques, qui vont faire en sorte qu'on n'aura pas besoin de revenir. Des avaloirs et des puits filtrants. Puis là, je vous ai mis un exemple ici. C'est en culture maraîchère, par exemple, mais c'est ça, c'est un producteur qui, malgré que le fait que
le champ soit drainé souterrainement, qu'il soit déjà nivelé en planche en agriculture maraîchère biologique, ben lui, les raies de curage étaient tellement longues, là, en tout cas, il y avait de la misère à se vider, puis 2023 a été catastrophique à ce sujet-là. Ben, il a décidé d'ajouter des puits filtrants là, à l'intersection des raies de curage et des rigoles d'interception. Fait que, tu sais, ça, c'est le genre de choses qu'on ne fait pas au début, mais qu'on peut potentiellement faire plus tard quand on a mis toutes déjà des solutions en place. Puis je crois qu'on s'en va vers ça avec les changements climatiques, certains artifices. Fait que, même chose, consultez un professionnel, faites-le pas sans prendre toutes les données nécessaires parce que c'est des choses qu'on ne veut pas recommencer. Il y a aussi des bassins de sédimentation qui pourraient être intéressants entre le champ et le réseau hydraulique. Donc, soit d'envoyer ces drains dans un genre de zone tampon, ces drains souterrains, ou d'envoyer ces raies de curage, ces fossés, tout ça, dans des bassins où l'eau pourrait attendre finalement pour que les sédiments se déposent au fond. Fait que ça, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont peut-être aller vers ça. Il y en a qui vont faire un mélange aussi. Dans ce cas-ci, là, ici, c'est un étang d'irrigation. Puis ça, c'est vraiment un bassin là, de sédimentation qui ne sert pas à irriguer. Il y en a peut-être qui vont faire des mélanges de tout ça. Là, puis je pense que ça va être une bonne pratique de retenir de l'eau dans les champs. Finalement, je ne voulais pas passer à côté des bandes herbacées, arbustives et arborescentes. J'y crois beaucoup en gestion de l'eau. C'est des éléments qui sont encore à découvrir. Je pense qu'il y a beaucoup d'études là-dessus sur l'influence de ces éléments-là dans le paysage, mais aussi sur le pompage de l'eau, l'ombrage, le vent qui est changé aussi, qui est influencé par ces aménagements-là. L'évapotranspiration printanière de bandes qui partent plus tôt au printemps que le semis, tout ça a une influence sur la gestion de l'eau. Ça pourrait être intéressant d'explorer ça là, dans le futur. Puis avant de vous laisser, je ne voulais pas parler de ça. Évidemment, il faut parler d'argent. On a parlé de diagnostic, on a regardé vite un peu des solutions. On comprend qu'il y a des coûts à ça. Puis dans tous les cas, il ne faut pas se lancer non plus tête baissée. Il faut comprendre ce que ça va coûter, donc connaître le coût des travaux. Si vous travaillez dans un champ en particulier, moi, je vous conseille de connaître le rendement actuel de ce champ-là. Puis on a vu tantôt que la rotation a une grosse influence, peut-être d'utiliser l'outil rotation plus pour connaître là, finalement la marge là, de cette rotation-là avec votre rendement actuel et faire la même chose en rendement espéré. Donc, post-intervention, par exemple, post-nivellement ou post-fossé qu'on va refaire ou post-drainage souterrain, quel rendement j'espère obtenir dans ce champ-là? Vous pouvez vous comparer avec vos autres champs qui ont des types de sols similaires ou peut-être en discuter avec vos voisins, avec votre père historiquement. En tout cas, bref, essayez de connaître le rendement espéré. Puis, calculer le délai de récupération de vos investissements. Ça va vous aider à faire des choix, peut-être de modifier certains, en tout cas de faire des choix raisonnés pour que ça s'insère bien dans votre gestion actuelle de l'entreprise. Merci beaucoup de votre écoute. Je suis disponible si vous avez des questions. Bon, merci Hélène. Oui, oui, il y a des questions très intéressantes. Donc, Bruce, je te laisse le soin de gérer tout ça. Oui, comme tantôt, on a eu plusieurs questions intéressantes et pertinentes. Je vais commencer, Hélène. Bonjour, Hélène. Je vais commencer avec une première question qui fait jaser souvent dans le champ, puis même là, dans le chat, les gens ont échangé un peu. On parle de doubler les drains. La question, est-ce que ce serait approprié de doubler les drains d'un champ dont le système de drainage souterrain a plus de 50 ans et qui présente des problèmes de drainage à plusieurs endroits? Je vais ajouter à ça, Hélène, une deuxième question. Tu vas probablement nous parler de diagnostic, là. La meilleure période, on nous demande quelle est la meilleure période de la saison pour réaliser un diagnostic. Donc, c'est deux questions. Oui. Bien, je vais répondre. Je vais commencer par répondre pour le diagnostic. Moi, je fais des diagnostics, pas l'hiver, évidemment, là, mais pendant toute l'année, en voulant dire printemps, été, automne. C'est sûr que des fois, c'est tellement sec l'été dans un sol argileux qu'on n'est pas capable de creuser, par exemple, à la pelle ronde puis à la tarière. Mais si on est capable de voir principalement avec la couleur, avec les racines, avec chaque période nous parle. Puis moi, je ne pense,
pas qu'il y a une meilleure période qu'une autre, sauf si le producteur veut voir, mettons, la nappe remonter parce qu'il ne l'a jamais vue, parce que, tu sais, d'un point de vue plus didactique, là, tu sais, pour qu'il soit capable de le considérer, ben c'est ça, ce serait plus pédagogique, je pense, le moment. Mais moi, mettons, j'en ai fait plusieurs dans toute l'année, puis j'arrive à mes fins de connaissances n'importe quand. Fait que c'est ça. Mais si on veut voir des choses en particulier, mettons une nappe perchée, bien évidemment, il faut y aller après une pluie parce que sinon, il n'y aura pas d'eau. Si on veut voir une nappe phréatique très, très haute qui remonte et tout ça, bien, on est mieux d'y aller au printemps parce qu'on est sûr d'en avoir. C'est ça. Mais sinon, la couleur nous parle, tout le reste nous parle suffisamment pour avoir réponse à nos questions. Concernant le doublage des drains, ça revient à la diapo sur le drainage souterrain. Ça se peut que les drains posés il y a 50 ans soient brisés. Souvent, les bris, on les voit, par exemple. Ça fait des gros trous dans le champ parce que le sol rentre là, dans le drain et tout ça. Ça se peut que les critères de conception lors de quand ils ont drainé, là, par exemple, le taux de rabattement de la nappe ou des fois, là, j'ai vu, tu sais, les équipements n'étaient pas les mêmes. Fait que des fois, des drains très, très profonds ou très, très pas profonds, ou il peut avoir un lien entre le drainage qui a été fait dans le passé et l'efficacité actuelle du réseau de drainage. Fait que, évidemment, il faut faire un diagnostic. Mais non, je ne dirais pas le doublage des drains, c'est pas bon. Puis non, je ne dirais pas il faut doubler les drains. C'est pas ça du tout, en fait. Tu sais, c'est pas noir ou blanc, c'est d'aller voir dans le champ, à l'étude, qu'est-ce qui arrive. Puis est-ce qu'on arrive à nos fins avec le réseau de drainage actuel? Puis cela dit, c'est pas nécessairement du doublage de drain que ça prend non plus. Peut-être que c'est juste une section, peut-être que les drains sont tout brisés, puis on va drainer dans l'autre sens parce qu'on veut tout briser. Tu sais, on veut s'assurer que, en tout cas, tout est possible, mais il faut faire la bonne chose parce qu'on va le refaire pour plus de 25 ans. On va le faire pour 40 ans peut-être. C'est vraiment des investissements dispendieux, mais qu'on ne veut plus jamais refaire. Donc, il faut aller choisir l'écartement, la profondeur, dans quel type, dans quel horizon les drains vont être posés. Il faut un plan précis. Il faut bien dimensionner les collecteurs, bien connaître l'exutoire. Puis, mais c'est pas on draine pas en double ou on draine en double. C'est vraiment plus compliqué que ça. Merci. Je te ramène plus au début de ta présentation. Tu parlais de ponceau. On me demande, est-ce que la méthode actuelle de calcul du débit de pointe du bassin versant peut être sous-estimée parce qu'elle ne prendrait pas en compte l'apport d'eau des sorties de drainage? En fait, il y a plusieurs méthodes de calcul du débit de pointe qui dépendent toutes de l'utilisation du bassin versant. Puis en fait, on doit faire des choix là. On doit faire des choix de coefficient de ruissellement. Fait que c'est une excellente question parce qu'il y a des coefficients de ruissellement qui nous sont proposés selon la pente, le type de sol et l'utilisation. Style boisé, grande culture, prairie, puis des pourcentages de pente. Fait que c'est au concepteur à aller décider quel coefficient de ruissellement il va choisir parmi ceux-là. Puis c'est ça, c'est là où on peut dire, tu sais, même, mettons qu'on dit que c'est environ 22 de coefficient de ruissellement sur une terre pas très pentue en grande culture, mettons. On pourrait dire, ouais, je trouve que c'est pas beaucoup. Tu sais, maintenant, avec les changements climatiques, on a plus de sols saturés longtemps dans l'année. On a des redoux hivernaux où on va avoir un coefficient supérieur. Tu sais, parce qu'on comprend que dans l'asphalte, ça peut aller jusqu'à 90 de l'eau qui ruisselle. Fait que, tu sais, est-ce que là, je suis à l'aise à prendre, mettons, 20 ou 22 de coefficient de ruissellement? Pas nécessairement. Fait qu'on va faire un choix avec notre jugement, mais tu sais, ça ne sera pas un lien direct avec « Ah oui, toutes les champs sont drainés en amont, je vais mettre plus ». En tout cas, ce n'est pas présenté comme ça dans les formules. Il faut vraiment que la personne qui le conçoit pense à l'utilisation du bassin versant puis décide d'aller, par exemple, plus fort sur les coefficients de ruissellement. Merci. Une autre question par rapport au contrôle de nappe. Jean-Marc Monpetit demande, je connais quelques agriculteurs qui imputent le colmatage de leur système de drainage à leur installation de contrôle de niveau de nappe. Est-ce possible? Oui. Moi, je connais peu le contrôle de nappe. Honnêtement, là, d'ailleurs, j'ai cité le guide technique de drainage souterrain là, dans ma diapo. Je comprends que ce que le monsieur veut dire, je pense, c'est que dans le fond, l'eau va attendre dans le réseau de drainage souterrain parce qu'elle ne pourra pas sortir parce qu'on va avoir mis comme un chambre de contrôle.
Ce qui me fait hésiter à répondre oui, c'est que l'eau, ben, je ne sais pas. Ah non, je ne sais pas. Ça se peut. En fait, tu sais, je m'en allais dire, ben non, parce que de toute façon, la nappe aurait été là quand même, tu sais, à travers, mais il y aurait eu un mouvement d'eau, puis là, il n'y en a pas nécessairement, principalement dans le collecteur. Le collecteur doit être ben, partout, en fait. Puis là, ce qui me fait hésiter, c'est l'interface eau-drain. Tu sais, c'est un drain qui est annelé. Fait que là, le comportement de l'eau dans le drain n'est pas le même qu'à côté dans le sol. Fait que, tu sais, je ne sais pas. Je ne sais pas, non. Définitivement une bonne question à investiguer. Une autre question, on dit on entend de plus en plus de critiques sur le drainage agricole de la part des organismes de protection de l'environnement. Le drainage souterrain systématique est-il dommageable ou favorable pour la protection des milieux hydriques? C'est ça, c'est une bonne question. En fait, le réseau de drainage souterrain est favorable à un environnement propice à la santé des sols pour le champ parce qu'on soulage le champ d'eau sur, par exemple, 3 à 4 pieds. Puis c'est à ce moment-là qu'on va être capable de faire vivre des micro-organismes puis d'avoir des cultures de couverture qui poussent, des cultures principales qui poussent, puis un mouvement de matière organique et tout ça. Fait que moi, ça me semble essentiel pour le champ. Je comprends que pour le réseau hydraulique, c'est un coût, hein, parce que dans le fond, on va sortir l'eau plus vite que ce que ça aurait été naturellement. Donc, oui, ça va changer l'équilibre des cours d'eau. Oui, ça va changer l'équilibre des fossés parce que le débit va être augmenté. Cet équilibre-là va finir par se retrouver, mais oui, il va y avoir des dommages entre-temps parce que le cours d'eau va charrier un débit liquide plus élevé, donc un débit solide aussi va aller chercher tous ces sédiments pour retrouver l'équilibre énergétique là, qui lui est propre. Fait que oui, il va y avoir des dommages. C'est pour ça que peut-être que dans le futur, je sais que ça avait été étudié par François Chrétien, entre autres, là, quand il était à Agriculture Canada, les bassins tampons, là, de sédimentation et régulateurs de crues, ça pourrait être étudié. L'aménagement des cours d'eau est très peu abordé, je trouve. On met beaucoup la faute sur le champ, mais en fait, si on voulait avoir une synergie entre les deux, il faudrait revoir l'aménagement des cours d'eau en fonction de cette réalité-là. Puis ça, c'est très peu étudié, ou en tout cas, c'est étudié par des hydrogéomorphologues, mais il n'y a pas de consensus là, dans la communauté, mettons, de l'eau, puis de l'agriculture, puis de l'environnement, puis des règlements pour dire, OK, on va y aller de même pour, de même étant je ne sais pas comment, là, pour accueillir toute cette eau-là de façon environnementale. Fait que oui, il y a un gros enjeu, mais je ne pense pas qu'on va arrêter de drainer des champs, pour lésiner, pour comme laisser les cours d'eau jamais se méandrer ou jamais s'éroder. C'est pour ça qu'il faut travailler ensemble là-dessus. Merci. Tu parlais tantôt du calculateur là, vers la fin de ta présentation. On me demande, avez-vous des chiffres moyens sur le retour sur investissement pour le nivellement de surface? Ben, c'est sûr que chacun est un cas, mais moi, ce que j'ai vu en nivellement de surface, en drainage souterrain aussi, ce sont tout le temps des investissements rentables. Si vous n'avez pas un rendement actuel exceptionnel, c'est sûr que si vous avez un rendement actuel très au-dessus de la moyenne de votre secteur, puis vous êtes déjà le meilleur au monde, mais là, non, là, je veux dire, vous n'irez pas avec le nivellement, vous allez peut-être avoir d'autres façons d'aller chercher plus, mais en général, quand on fait du nivellement, c'est justement parce qu'on a des zones moins productives au champ. Donc, même si à l'œil, vous ne le voyez pas, si vous avez vos cartes de rendement, vous allez être capable de dire, ah ben oui, je vais obtenir le rendement le meilleur partout dans mon champ. Donc, les retours sur l'investissement peuvent être rapides, là. Puis, c'est encore plus vrai dans des régions qui ont des rendements espérés élevés, là, plus au sud, par exemple, où là, il peut y avoir une grosse différence entre le rendement actuel et le rendement espéré. Fait que, oui, c'est assez. Ça, je peux répondre oui, là, c'est des opérations rentables quand elles sont bien faites, là. Puis par rapport à donner des chiffres, c'est ça, ça va être de combien loin tu te situes par rapport au rendement idéal, si je comprends ta réponse. C'est pas évident de donner un chiffre, là. Exactement, mais je peux dire que ça va être plus rapide que le retour du. Mettons que c'est 4-5 ans, on va dire. Mais je ne sais pas, là, mais l'idée, c'est que ça va durer plus longtemps, votre travail, que ça. C'est sûr que des fois, ça prend des retouches en nivellement parce que ça refoule puis parce qu'il y a d'autres enjeux. Mais si vous faites
l'ensemble des recommandations reliées au nivellement, c'est-à-dire niveler avec un plan en bonne condition, mettre des cultures de couverture ensuite, peut-être sous-soler, évaluer les besoins du solage, puis continuer à faire des bonnes pratiques culturales, ben, il n'y aurait pas de raison pour que cet investissement-là ne perdure pas dans le temps, là. Prochaine question. Est-ce que les différents types de sols jouent sur la gestion de l'eau? Travail de sol conventionnel versus semi-direct, par exemple. Énormément. Si vous voulez mon avis, là, oui. Oui, moi, je crois que c'est. Les producteurs connaissent leur sol. Fait que, mais moi, je trouve qu'ils connaissent beaucoup en surface. C'est ça, je les invite à connaître leur texture et leur structure, naturelle ou pas, plus en profondeur. Puis on comprend que le travail de sol, ça se fait très en surface, là, mais pour comprendre la gestion de l'eau, il faut comprendre tout ça. Mais oui, c'est vraiment pas les mêmes enjeux. Puis tu sais, là, je ne travaille pas spécifiquement en travail de sol, mais c'est toujours ça. Ah oui, que ça va bien quand je suis dans mes sols plus légers. Ah oui, non, ça, je ne le fais pas là. Fait que puis il y a des sols très, très difficiles, là. Les limons, limoneux, pour ne pas les nommer, c'est très difficile. Ils ont de la misère à faire de la structure parce qu'ils n'ont pas d'argile. Ils ont de la misère, ils font des croûtes de battance, l'infiltration est difficile. Le sable a des gros agrégats, fait qu'il permet l'infiltration relativement facilement. C'est plus conserver la matière organique qui est difficile et tout ça. L'argile, dès qu'on lui donne un peu d'amour, puis qu'on la laisse tranquille, puis qu'elle fait ses agrégats, ben, elle répond bien pour la gestion de l'eau. Fait que, tu sais, oui, il faut s'adapter à chaque type de sol, puis c'est normal si vous avez plusieurs champs avec des types de sols différents que vous ne fassiez pas, je pense, partout les mêmes opérations pour arriver à vos fins. C'est fascinant ta réponse. Par contre, c'est pas exactement la question que j'avais posée. Les différents types de travaux de sol, peut-être que j'ai compris les types de sol. Non, c'est ça, travaux de sol. Donc, comment est-ce que la gestion de l'eau va être la même si on est en travail conventionnel versus en semi-direct? Ben, ça peut influencer sur l'infiltration, là, j'imagine. OK, mais ça, je suis moins à l'aise, par exemple, je comprends pas trop, mais ça peut influencer lors des travaux, là, qui veut dire, ou en général, ça s'inscrit dans toute la gestion de l'eau. Tu sais, c'est juste une affaire parmi tellement d'affaires en gestion de l'eau. Fait que oui, ça a une influence, mais tu sais, on peut pas dire nécessairement, moi, je serais pas prête à dire, ah, tu sais, telle affaire, ça fait ça. C'est pas vrai, là. Tu sais, on a vu des labours qui lissent, puis finalement, l'eau reste jamais là. On a vu des labours qui lissent pas, puis que ça reste pas jamais. Tu sais, moi, je pense que oui, ça a une influence, mais c'est encore la même chose, c'est de le comprendre dans vos champs puis chez vous. Mais ça s'inscrit tellement dans le plus grand que, tu sais, moi, ça m'est jamais arrivé de dire, peut-être je peux répondre de même, ça m'est jamais arrivé dans mes diagnostics, puis avec les agronomes puis les producteurs, de dire c'est à cause de votre travail de sol. Tu sais, non, c'est pas ça, là. Bon. Une autre question par rapport aux pentes. En pente abrupte, est-ce qu'un aménagement en terrasse pourrait être intéressant pour éviter une érosion extrême? La sous-question, pourriez-vous nous recommander un expert au Canada en aménagement de terre en terrasse? Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça des terrasses au Québec, là. Ben, c'est pas vrai. Ça m'apparaît très, très bouleversant, là. Les terrasses, on comprend que c'est carrément de faire de l'excavation, puis du déblai remblai, en fait, pour arriver à. Ce qu'on voit plus, c'est des rigoles d'interception, des fossés d'interception. Ça, on comprend pour reséparer le champ hydrauliquement pour qu'il soit capable de gérer son eau. Mais si on n'est pas capable de le cultiver parce qu'il faut faire des terrasses, ben on le cultive, je veux dire, faisons des prairies ou c'est parce que c'est trop abrupt, là, tant qu'à moi, là. C'est sûr que là, on est dans un webinaire grande culture, fait que je pense pas que ça soit soutenable financièrement de faire des terrasses pour faire des grandes cultures, là. Ça m'apparaît pas logique, là. On a une dernière question dans le chat. Est-ce qu'il y a un type de travail de sol qui rapporte le plus? Type de travail de sol, pas type de sol, qui rapporte le plus et qui serait à faire en premier où la décision dépend du diagnostic fait dans le champ? OK. Bien, en fait, c'est les fossés. Si vous avez un bois là, qui coule dans votre champ depuis le début, là, puis que vous n'avez pas fait votre fossé pour couper l'eau du bois, puis toute l'eau arrive et de la nappe et l'eau de surface et tout dans votre champ, mais c'est ça que ça prend. Il faut que vous. Dans le fond, la première chose, c'est d'isoler hydrauliquement le champ.
Fait que c'est ça l'investissement qu'il faut faire en premier. Il faut que l'eau, le champ gère son eau juste à lui, premièrement. Puis ensuite, ça serait le drainage de surface. Il faut que l'eau qui tombe, elle puisse, si elle ne s'infiltre pas, quitter. Puis finalement, des investissements en drainage souterrain pour dire, OK, là, c'est trop, il y a trop d'eau. Il faut qu'on gère la nappe parce que c'est trop long avant qu'elle quitte. Fait que, tu sais, c'est vraiment, c'est dans cet ordre-là, il y avait 1, 2, 3, et pour le diagnostic et pour les investissements. Merci. Je pense que notre période de questions est terminée, Yvan. Oui, je pense qu'on est rendu à 11 heures. Donc, merci beaucoup, Hélène. Merci beaucoup, Bruce, pour tout ça. Donc, c'est ce qui met fin à notre première séance de webinaire Grande Culture. Donc, vous avez été tout près de 250 à participer aujourd'hui. On est très contents. Donc, merci à vous tous d'avoir participé. Merci aux conférenciers également. On se donne rendez-vous vendredi le 16 février pour le prochain webinaire Grande Culture. Donc, pour la deuxième partie là, concernant la résilience des sols. Vous recevrez donc aussi très bientôt un court sondage par courriel. Nous espérons toujours, on apprécie beaucoup là, quand vous remplissez ce sondage-là. Donc, au nom du comité organisateur, merci beaucoup et bonne fin de journée. Au revoir.